Mais bon, vous êtes un peu tassés, mais on se tient chaud, ça devrait bien se passer. On a des pourparlers en interne sur l'adoption d'un nouveau logo que voici. Enfin, en dehors de la couleur de fond, hein, c'est juste le logo. Ouais, j'aime bien trop bien. On est en phase d'adoption. Si vous le trouvez à chier et surtout vous ne l'utilisez pas, envoyez-nous un mail. Sinon, ça risque de passer. Merci à l'Epitech donc de nous accueillir encore une fois. Aujourd'hui c'est notre seul soutien, donc merci. Il y a le code Wi-Fi en minuscule en bas, donc vous pourrez pas le voir si vous voulez. Il est à côté, la minuscule pareil. Non, ça c'est trop de technologie. J'en ai déjà parlé. Voilà. Ancien logo, le nouveau logo. Si vous avez des avis, c'est nul, c'est bien. N'hésitez pas parce qu'après je pense qu'on va éditer quelques t-shirts. Et d'ailleurs bon, ça va être un peu chiant d'organiser une caisse, mais on vous demandera si vous voulez acheter des t-shirts. Pas une commande groupée je pense. Hein? Bon. Ça va venir les t-shirts. Comme ça on ne sera plus obligé de vendre des marques. Il y a pas mal de confs. Alors, c'est des confs que je connais bien parce que je suis dans le monde Java et qui sont un petit peu originaires du monde Java, mais ça parle bien web quand même de plus en plus. Le Mixit à Lyon, fin du mois d'avril, 29-30 je crois. Devox France à Paris, 16, 17, 18 avril. Je ne vous promets pas qu'il reste des places dans les deux, mais il y a quand même des tracks web intéressantes. Ratez pas ces événements. Et .js.css, je les ai mis parce qu'ils ont déjà ouvert la billetterie pour l'année prochaine, fin de l'année prochaine. C'est un très très grand événement, donc profitez-en si vous avez la possibilité. D'autant plus qu'ils ont vraiment un système, plus vous attendez, plus ça coûte cher. C'était genre 50 € les premiers, et puis ça finira à 300 €. Et puis l'apéro, comment dire, comme on n'a pas l'autre salle et l'autre cafette, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais on va essayer de si on ne peut pas rester ici, on ira certainement au Ninkasi, par contre on ne pourra pas trop vous le payer parce qu'on n'a pas le droit. Par contre on a des provisions. On a des provisions, ouais, mais... on verra Saint-Pierre avec les gars. Donc je vous cache pas que c'est la tradition, mais aujourd'hui ça va être un peu compliqué. On va essayer. Donc avant de rentrer dans le sujet, on essaie en ce moment de monter, avant chaque conférence, de présenter un petit peu les nouvelles, on va dire, du monde JS, donc qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Donc voilà, donc pour l'instant c'est plutôt moi qui m'en occupe. Si vous avez des idées, si vous voyez des liens passer, etc., n'hésitez pas à nous les envoyer pour la fois d'après, c'est toujours intéressant. Donc au niveau du front-end, il s'est passé quand même pas mal de choses au niveau de Firefox et de Mozilla. Dans Firefox, il y a le garbage collector générationnel qui est arrivé. Donc un garbage collector générationnel, ça permet en fait de trier les objets en fonction de plusieurs générations et c'est censé être plus efficace et plus rapide dans la garbage collection. À ce niveau-là, il rattrape Chrome qu'il avait déjà implémenté en 2011. Donc il y a eu une grosse discussion en interne. Est-ce qu'on a besoin vraiment de le faire? Est-ce qu'on le fait uniquement pour rattraper Chrome et dire qu'on a aussi? Ils l'ont fait. Il se trouve que pour l'instant, ils ont des perfs assez corrects, mais une utilisation mémoire un tout petit peu plus importante pour l'instant. Donc affaire à suivre. Il y a des nouvelles fonctionnalités d'ECMAScript 6 qui commencent à arriver aussi dans Firefox. Donc la nightly est par contre sans flag. Donc c'est-à-dire que tout utilisateur qui lance la nightly, on a cette fonctionnalité-là. Il y a en particulier donc, les générateurs qui arrivent, enfin, la compréhension de générateur et la compréhension de liste. Donc la compréhension de liste, si vous avez fait du Python, vous avez dû la trouver. Ça ressemble quand même, c'est du sucre syntaxique, il n'y a quand même pas grand-chose de plus. Mais c'est toujours plus agréable et ça permet en fait de faire un map et un filter en un seul coup sans avoir à scoltiner toute la syntaxe qui va avec. Et dans la série Firefox rattrape Chrome, on a aussi donc, le délai de 300 millisecondes sur mobile entre le moment où on touche l'écran et le moment où il y a l'événement clic qui est envoyé. Ça c'était tout bêtement pour quand on fait un double clic sur mobile, en fait on zoome, donc il faut forcément attendre, savoir si on a un clic ou un double clic. Donc avec un tout petit peu avec juste un nouveau tag dans le méta, on va permettre d'enlever ce délai, c'est d'avoir des applications qui vont avoir l'impression d'être plus rapides, on va dire, sur mobile.
Au niveau de la standardisation, il y a le groupe web WT qui travaille sur le support des streams pour le web. Donc on a déjà parlé la dernière fois, c'est un travail de standardisation qui est en place, c'est des drafts, il ne se passe rien de bien intéressant pour l'instant. Mais l'objectif à terme, c'est d'arriver à avoir le même système de stream que dans Node. Donc on peut récupérer des données qu'on traite au fur et à mesure. Mais ce qui est intéressant par rapport à Node, c'est qu'on va pouvoir interagir avec le DOM. Donc là, l'exemple que je donnais dans la présentation de Dominique et Nicolas, c'est récupérer une vidéo, traiter avec un web worker et après l'injecter directement dans un tag vidéo. Et tout ça au fur et à mesure qu'on va donner par un. C'est une spec, il n'y a rien d'intéressant pour l'instant qui arrive, mais ça se fait. Et dans la série des streams pour le web, il y a Kaolan qui a sorti sa librairie Island.js. Island.js, c'est pas un port de stream pour le web, mais c'est une nouvelle bibliothèque qui va mettre gérer les streams, qui est compatible avec les streams de Node, mais qui est aussi utilisable dans le browser. Donc ça permet d'avoir un back pressure, ça permet d'avoir de la paresse au niveau de la récupération de résultats et du traitement. Et en particulier, ce qu'on n'avait pas avec Node, par exemple, c'est que les sources de données qui vont arriver à l'entrée d'un stream, et ben, ça peut être un tableau, ça peut être un générateur, ça peut être des promesses. Donc ça permet en fait de standardiser, d'avoir une interface unique au niveau des traitements des données qui est le stream. Voilà, donc c'est assez intéressant, c'est plutôt vivant pour l'instant, ça bouge pas mal. Ça vaut le coup d'être regardé, surtout si vous utilisez déjà les streams dans Node et que vous avez envie d'utiliser ça en browser. Donc plus côté back-end, donc Node.js en l'occurrence, il y a NPM qui a pas mal bougé ces derniers mois, depuis que NPM Inc. a été créé. Ils ont vu pas mal de problèmes de downtime, vu que l'utilisation de NPM a augmenté énormément. On a eu une nouvelle assez sympa aujourd'hui, bon, ils ont 3.9 d'uptime sur le mois dernier, c'est quand même pas mal. Si on ne prend pas en compte les petits outages qu'il y a eu dans certains pays. Donc l'architecture interne de NPM a bougé, si ça vous intéresse, vous devez regarder. C'est assez intéressant, ils utilisent CouchDB et ils font pas mal de modifs pour supporter la charge. Si vous utilisez CouchDB, ça vaut le coup d'être regardé. NPM, le client en lui-même, a bougé aussi. On n'a plus le droit de faire des force publish. Donc un force publish, c'était une fois qu'on avait publié un paquet, l'auteur du paquet pouvait réécrire et forcer de mettre à jour le code sans mettre à jour le numéro de version. Donc c'était un gros problème de sécu parce qu'on avait un code qui pouvait être mis à jour par l'auteur ou par quelqu'un d'autre qui avait son mot de passe et le serveur le laissait. Donc ça permettait, si le code était pourri par exemple par quelqu'un d'autre, il y avait des gros soucis. Maintenant c'est plus autorisé, donc on a plus ce problème. D'un point de vue sémantique, quand on installe un package avec NPM, on fait save à la fin, c'est-à-dire pour automatiquement ajouter son package JSON. Avant, il y avait le titre qui était utilisé, maintenant on passe au petit chapeau. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet juste de respecter la notation sémantique des versions mieux, sachant que le titre, il permettait il targetait tous les 1.2.x, alors que le chapeau permet d'avoir des 1.x. Donc ça colle plus au semantic versioning qu'on a dans NPM, parce que normalement toutes les versions majeures sont, enfin toutes les versions mineures, les versions majeures sont compatibles entre elles, et les versions de patch uniquement sont là pour patcher des fonctionnalités. Donc ça risque de casser pas mal de choses parce qu'il y a pas mal de gens qui ne respectent pas vraiment le semantic versioning. Donc faites un petit peu attention si vous installez maintenant des paquets avec la dernière version de NPM, il risque d'y avoir de la casse. Dans la catégorie truc un petit peu bizarre, si vous connaissez Quake, il y a Quake 3 qui est open source qui permet d'être un peu bidouillé par tout le monde. Il y a des gens qui ont créé Quake.js depuis un petit moment déjà, donc qui va faire tourner Quake dans le navigateur. Et ce qui est assez intéressant dans Quake, c'est que les gens permettaient de faire des mods, donc modifier le comportement de Quake. Donc ça, c'est des machines virtuelles, et il y a quelqu'un qui s'est amusé à compiler des machines virtuelles de Quake en JavaScript. Et donc on arrive à avoir 80 FPS, voilà. Là c'est assez intéressant, c'est de la manipulation de bytecode, mais d'un bytecode purement arbitraire qui n'existe pas vraiment, qui est utilisé nulle part ailleurs que dans Quake. Et ça vaut le coup d'être regardé là encore. Et hier, Microsoft a annoncé WinJS. Donc WinJS, c'est l'ensemble des bibliothèques JS et CSS qui s'utilisent dans Windows 8 pour faire leurs applications. Ça vient d'être open sourcé, c'est sur GitHub de manière assez intéressante. Donc maintenant, on peut utiliser toute la panoplie de bibliothèques JS dans le navigateur ou même sur Android, etc. Donc ça, là encore, ça vous fait regarder. C'est assez complet, il y a quand même pas mal de choses.
C'est une petite présentation rapide. Voilà, comme je disais, si vous avez décidé pour le mois prochain, n'hésitez pas à nous envoyer des liens. Et je vais laisser la place. Angular from scratch, je vais y arriver. Petit mot, donc il y a Olivier Hubert que voici. On travaille tous les deux, et moi Mathieu Lux, vous me connaissez normalement. On travaille tous les deux chez Zenica, on fait tous les deux du Angular au petit déjeuner, on fait des formations, machin. Et à force d'essayer d'expliquer, d'essayer de montrer comment ça marche, nous est venue l'idée de cette présentation, puis quelques posts de blog aussi. Normalement, j'espère, il y a de fortes chances que tout le monde ait vu cette présentation d'Angular qui tient en un slide, un bind, un input en dessous, et là on dit « Waouh, ça marche !» Voilà, ça c'est AngularJS. Voilà. Si vous réagissez bien comme ça, on va bien s'entendre. Et nous on s'est dit, mais là les gens ils disent ouais, et puis en fait ils comprennent pas bien ce qui se passe, et l'idée ce serait de savoir mais pourquoi ça. Et donc l'idée de ce soir, c'est de faire le focus pour pouvoir changer de slide, c'est de garder ça en bas et de virer Angular.js et dire mais il faut écrire du code, et qu'est-ce qu'on écrit comme code pour que ça marche. Et ça va marcher. Si vous n'êtes pas trop fatigué et qu'on ne fait pas trop d'erreurs, ça va marcher. Le workshop. Alors pour la petite histoire, j'ai vanté le Mixit et le Devox tout à l'heure pour la bonne et simple raison qu'on y sera. Et on présentera ça sous forme d'atelier. Là on fera coder pour de vrai. Ce soir on n'a pas les conditions ni le temps pour le faire de façon vraiment interactive. On va plus le faire devant vous. Live coding. Mais grosso modo, plus fort. Il faut aussi que j'arrête de parler de connaissance. Mais grosso modo, l'idée c'est que donc on part d'un workshop, mais qu'on va essayer de faire pour vous. Et donc ce workshop, sa structure, ça sera le code suivant, à savoir on garde les balises qu'on veut faire marcher en fin de course. On va se mettre deux zones de script JavaScript dans la page. Une, ça sera notre framework. Une autre, ça sera comment on le manipule. Et normalement, on va écrire simplement dans ces deux cases jusqu'à que ça marche. Pour faire ça, on va avoir besoin de la Chrome DevTools, parce que je ne vous cache pas quand même qu'on aura du mal à vous faire des retours sur l'interface au fur et à mesure des devs. Donc beaucoup de choses vont se passer dans la console au fur et à mesure pour qu'on voit ce qu'on fait au fur et à mesure. On va faire beaucoup de console.log. Heureusement, depuis récemment, elle s'est zoomée, donc on peut l'afficher en grand. Et puis, quand on dit from scratch, il y a 2-3 trucs chiants quand même, du genre la comparaison récursive d'un objet, c'est pas sexy à écrire. Donc on s'est autorisé une librairie qui est _JS, un petit toolkit d'opérations fonctionnelles qui va nous permettre d'aller plus vite sur des opérations simples. Si vous connaissez, bon, vous verrez underscore, de toute façon on va faire deux boucles et un clone, ça va pas être le bout du monde. Donc on rentre dans le vif du sujet. J'ai pratiquement fini les slides, on va vraiment faire du code ce soir. Le vif du sujet, c'est le scope. Dans Angular, je ne sais pas si vous connaissez, j'espère qu'il y en a quand même la plupart qui a utilisé Angular, sinon on va être un peu dans la merde.
grosso modo, le modèle de données, les données qui sont liées à la vue et qui font que ça marche, s'appelle le scope. Et c'est dans cet objet-là qu'il y a les 3/4 de la magie en fait, d'Angular qui est réalisée. Donc on va beaucoup l'analyser ce scope ce soir. Donc c'est les données du modèle. Normalement, un des avantages d'Angular, c'est qu'on n'a pas besoin d'hériter de quelque chose. Le scope, il vient tel quel, on peut mettre des données en format JSON dedans sans se poser de questions. Et le fonctionnel Angular fonctionne tout de suite. Si vous avez déjà fait un peu plus d'Angular un peu plus avancé, vous aurez déjà manipulé des choses qui ressemblent à des watch et des apply. Je veux surveiller quelque chose dans le scope, c'est le watch. Je veux réaliser une modification dans le scope, je fais un apply. Et le digest, c'est là où vraiment va se trouver la magie, et c'est là qu'on va se proposer d'écrire une bonne partie du code. Et en fait, dans Angular, ils ont tout simplifié, ils ont fait un super logo qu'on voit tout de suite et qui explique tout. Et voilà. Il explique tout, non? Donc c'était mon super lancement pour introduire Olivier qui va vous expliquer comment ça marche et qui va le refaire sous vos yeux ébahis. Voilà, je repars donc du dernier slide, cette fois-ci dans une page HTML. Donc c'est le seul code sur lequel on va partir, c'est-à-dire aucun code JavaScript. Pour l'instant, vous avez juste cette image qui représente, comme l'a dit Mathieu, le fonctionnement du cœur d'AngularJS. Vous voyez sur la partie bleue, c'est la partie native. On a les événements natifs et l'affichage, toute la partie DOM native. À droite, on a la partie JavaScript en jaune, et à l'intérieur, vous avez AngularJS. Entre les deux, qu'est-ce qu'on a? On a l'event loop. Donc on a des événements, donc on a une gestion d'événements. C'est bien important de savoir ça. Par contre, à l'intérieur, on va voir comment fonctionne AngularJS. Il y en a qui pensent qu'il y a des boucles infinies pour gérer ce fameux double binding. Vous avez vu quand Mathieu a tapé dans l'input, le texte juste au-dessus s'est mis à jour automatiquement. Si un événement était venu du réseau et avait mis à jour notre modèle, à la fois l'input et à la fois le texte auraient été mis à jour dynamiquement. Et si dans la foulée on retapait dans l'input, tout aurait été modifié complètement dynamiquement. C'est le double binding. Ça fait partie un peu de la magie d'Angular. Quand on regarde comme ça, on dit comment ça marche. Est-ce que c'est une boucle infinie? Est-ce qu'à chaque événement, en fait, il y a toute une série d'événements qui met à jour? Chaque framework, en fait, il va Merci. Chaque framework, il va de sa sauce. On va voir comment Angular résout ce problème. Donc là, si vous ne comprenez pas ce schéma, c'est normal. C'est le but. Sinon, c'est très bien. Mais maintenant, on va voir comment coder ça en une soirée. Alors, on a un petit peu de chance aussi, c'est qu'en fait, c'est très bien codé, c'est très bien fait, et en fait, le concept est simple. C'est ça qui va permettre qu'en une soirée, on peut réécrire Angular, en tout cas, le cœur d'Angular. Et donc, on s'en prive pas, et c'est ce qu'on propose de faire ce soir. Donc, on va partir de cette page. Donc, c'est parti pour du live coding. Donc, cette page-là, vous avez, c'est juste la partie statique. Il n'y a aucun code JavaScript, on va l'écrire ensemble dès maintenant. Donc, c'est parti. Alors, je ne sais pas si dans le fond, on voit bien, mais là, je vais essayer peut-être de me mettre... Je vois pas bien en bas. Voilà, c'est ça. Donc il faut que je continue à coder dans la partie haute. Ok, très bien. On va essayer de faire ça. Voilà. Ok, donc on y va. Donc, script. On va faire 2 balises, comme l'a dit Mathieu. 2 balises script. La première balise script, ça va être le framework qu'on va appeler Zangular. Là, je mets en commentaire Zangular. Ici, on va coder le framework. En dessous, dans la deuxième partie, on va écrire notre application pour utiliser ce framework. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le but, c'est à la fin de cette soirée, c'est qu'on ait le binding que vous avez vu quand Mathieu a tapé dans l'input, le double binding. Et, si possible, même pourquoi pas, un événement de clic, ou quand on clique sur un événement, on peut mettre à jour le modèle. Alors, c'est parti. Donc, au cœur d'Angular, qu'est-ce qu'on a? On a le modèle.
c'est un peu de ça, c'est un peu là-dessus qu'on tourne autour de cette magie un petit peu de double binding, c'est que on a la vue, on a le code JavaScript. La vue, c'est du pur HTML. Le JavaScript, c'est du pur JavaScript. C'est ça qui fait la force d'AngularJS. Il n'y a pas à implémenter, il n'y a pas tout un tas de choses bizarres à faire comme dans certains frameworks. Là, il y a juste du JavaScript pur. Donc, JavaScript d'un côté, HTML de l'autre. Comment ils font le lien? Ils font le lien avec des objets JavaScript, tout simplement, qu'on appelle un scope. C'est juste un objet JavaScript. Donc, allons-y. On va créer ce scope. Voilà, c'est fini. Scope. Donc maintenant, sur ce scope, on va rajouter nos objets métiers. C'est notre modèle. Donc ici, on y va. Var, donc scope, égale new, scope. Voilà. Et ensuite, sur ce scope, on va rajouter nos objets métiers. Donc allons-y. On a une soirée LyonJS. Donc, par exemple, scope.lyonjs égale, on va faire un objet. Et sur cet objet, on va lui rajouter, alors excusez-moi, voilà, on va partie haute. On va rajouter par exemple, on va le faire en français, allez, titre, donc, Angular. On peut rajouter la date. Voilà, le titre, la date, on verra après par la suite. Très bien, voilà, donc on a notre scope avec nos objets, notre objet, la LyonJS, et nos éléments, on va afficher ce scope. C'est parti. On passe sur la console. Alors, partie haute, il va falloir que je me mette sur la partie haute. Alors, hop. Voilà, de toute façon, on va être principalement dans la console. Et voilà. Je rafraîchis, qu'est-ce qu'on a? On affiche un scope, évidemment, notre objet avec date et titre. Bon. Absolument rien de magique pour l'instant, c'est juste pour montrer qu'au cœur d'Angular, ce qui va faire le lien entre la vue HTML et le code JavaScript, ce sont des objets, des POJO, Plain Old JavaScript Object, non c'est une plaisanterie, mais juste un objet tout simple avec rien dessus. Okay. Ça c'est important, on va pouvoir le charger ce scope, c'est là-dessus, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez le charger, vous pouvez mettre tout un tas d'informations, vous allez voir, après ça ne va pas être, à part l'empreinte mémoire, ça ne va pas être coûteux. Voilà, un objet, c'est vraiment, on va mettre l'accent là-dessus. Alors maintenant, évidemment, on se dit, ah, il manque un petit peu quelque chose. Maintenant, on va voir vraiment le côté magique, on va rentrer en cœur du truc. Il va y avoir deux choses. Une première chose, il va falloir, eh bien, écouter ce modèle. Voilà, si le titre change, il faut mettre à jour la vue. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà, on va stocker tous les observers, les watchers. En fait. Je vais donner le mot en anglais, ce sera plus simple, sinon je vais pas arrêter de traduire. On va mettre des watchers, si vous voulez, sur les différents éléments qu'on veut surveiller. Donc vous voyez, par défaut, on ne surveille pas tout. On va surveiller seulement certaines choses que l'on souhaite voir. Alors, si je pars à l'envers, partons de ce que vous faites tous les jours quand vous faites du Angular, où en fait, on est sur notre code HTML, et on se dit, tiens, c'est ça l'intérêt d'Angular, c'est qu'on le template, il n'y a pas de framework de templating bizarre, c'est du HTML5 pur. Donc on est ici sur notre HTML, par exemple, là, je reviens dessus. On va dire que ça, ce titre-là, on va le dynamiser. Cette partie du HTML, on va le dynamiser. Donc c'est un H1, on va le rendre dynamique. On va ajouter après l'input et après le clic. On va commencer juste par cette partie-là. Alors c'est parti. Comment on fait avec Angular? Mathieu l'a montré tout à l'heure. On se met sur cette... là c'est un H1 pour le coup. Et ici, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Le truc que vous avez l'habitude de faire peut-être par défaut, c'est on se met là-dessus et on a ce concept de moustache là. Hein. Les accolades, et on met par exemple, le modèle c'est quoi? C'est LyonJS, on a créé un objet LyonJS, donc LyonJS.titre. C'est ce que vous faites quand vous faites du Angular, et c'est comme ça que ça marche. Le templating fonctionne comme ça, avec des petites moustaches. Alors, ça marche bien, sauf que sachez que ça c'est un raccourci, qui des fois n'est pas toujours le bienvenu, parce que si le réseau est un petit peu lent, ça arrive, quand vous codez, vous êtes content, vous codez... En dev, tout est super rapide, vous déployez ça, ça m'est arrivé en prod, et il y a un petit peu une latence réseau. Qu'est-ce qui se passe? Pendant les quelques secondes, ces moustaches s'affichent. T'as quelqu'un qui vous appelle, je comprends pas, j'ai des moustaches partout. Après ça marche, votre appli, c'est juste les premières secondes, j'ai des moustaches un peu partout. Ah oui, c'est normal. Donc, bon, il y a des techniques et tout. Sachez que derrière, ça c'est un raccourci. Quand vous faites ça, c'est la même chose que ce que je vais faire tout de suite. C'est la même chose que créer ce qu'on appelle des directives. Les directives, c'est très important, c'est le cœur
d'Angular dès qu'on veut interagir avec le DOM. Donc ici, c'est exactement la même chose que de faire un ng bind égal, et on lui dit, voilà, lion.js.titre. Voilà. C'est la même chose que de faire ça. Si on repart de ça, vous voyez qu'ici on a deux choses. On a une directive et on lui donne le modèle sur lequel on veut binder l'information. Donc si maintenant je me mets ici, évidemment, Angular disparaît parce que voilà, on n'a pas créé, on n'a pas encore de framework. Okay. Alors maintenant, si je continue, j'y vais par étapes, sachez que le ngbind derrière, c'est une fonction JavaScript. Évidemment. La fonction JavaScript qui est rattachée à ce binding, c'est ce qu'on appelle un watch. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait ça, on dit à AngularJS, écoute, dans une pile, rajoute-moi une fonction qui va observer lion.js.titre. Et dès que lion.js.titre va changer, on va voir comment. Dès qu'il change, quelle que soit la technique, je veux que tu me déclenches un callback pour que je puisse faire quelque chose. Donc globalement, ça va être quoi? Ça va être mettre à jour la vue, par exemple. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une pile. Dans cette pile, on va rajouter des fonctions qui vont nous surveiller notre modèle. Donc ça va être tout bête. C'est une callback qui va nous retourner la valeur de notre modèle. Donc c'est un return de la valeur. Et une deuxième callback qui va être la callback qui va être appelée pour faire l'action. Donc un listener. Donc on va créer un watcher, un listener, un couple. Et ce couple, on va le rajouter à une pile, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec une pile de tout ce qu'il faut surveiller. Et bien dans la deuxième étape, ça va être de parcourir cette pile et de exécuter les callbacks si le modèle a changé. En gros, là, on vient de résumer un petit peu, et c'est exactement comme ça que AngularJS fonctionne. Et bien on va le coder. C'est parti. Donc, l'équivalent de faire ça, c'est de créer une fonction, de rajouter une fonction watch sur le lion.js.titre pour le surveiller. Donc comment on fait? Non, je vais prendre le problème à l'envers. Je vais coder et ensuite on va implémenter la fonction. Donc on va faire comme ça. Scope.$watch et on va faire deux choses. On va lui donner une première callback vérifier, le listener, pour dire qu'est-ce qu'on veut surveiller, et la deuxième, qu'est-ce qu'on déclenche quand ça change. Donc deux fonctions, deux callbacks, si j'arrive à le taper correctement, function, et une deuxième, voilà. Ok. Première, le watch, deuxième, le listener, toujours un couple. Alors les watch, attention, c'est effectivement ce qui est fait quand on fait des binds, ici des ngbind, mais vous serez amené à en créer vous-même. Dès que vous créez des directives, dès que vous commencez à manipuler un petit peu des choses comme ça, vous êtes amené à créer des watch. Et on va parler de choses intéressantes tout à l'heure, parce qu'il y a des problèmes de perf liés à ça, et ce n'est pas la faute d'Angular, ce sera votre façon d'utiliser plus ou moins bien ce système. Alors allons-y. Là, on veut surveiller quoi? Bon, on a dit qu'on veut surveiller déjà le titre. On va surveiller lion.js.titre. Bon bah, très simplement, return. Donc, scope.lion.js.titre. Alors là, c'est pas très propre. Regardez, vous voyez là ici le scope. Je fais référence à mon scope qui est en dehors de cette callback. Ce serait plus propre de le passer en paramètre. C'est ce qu'on va faire. Et c'est ce que fait Angular. Donc on va le passer ici en paramètre de la callback et on le réutilise. Alors pour le coup, il a le même nom, mais vous comprenez que là, maintenant, le scope, je le récupère de ma callback. C'est la même chose, c'est juste plus propre aussi. La deuxième, c'est le listener. Lui, c'est l'action qui va être appelée si mon titre change. Pour l'instant, on va faire un console log. On va le remplir petit à petit. Console.log. Voilà, si j'arrive à le taper, tac. Et alors on va, bon, pour l'instant on va faire, voilà, coucou. Voilà. Ça va suffire pour l'instant. Donc là, on va empiler ce couple de fonctions. Donc maintenant on va implémenter la fonction qui fait quoi? Qui va empiler ça dans un array. Tout simplement, c'est parti. Hop, on se met. Alors là, on va surcharger un petit peu notre framework, pour l'instant qui est très léger. Alors, this.$watchers égale array. Voilà. Et ensuite, c'est parti. Donc, scope. On va rajouter par prototype. Alors, attention, là, tout ce qu'on va faire là n'est pas une référence dans le développement JavaScript. Vous comprenez que voilà, on a quand même pas beaucoup de temps ce soir, donc il y a peut-être des raccourcis qui vont être faits, donc ne
ne sautez pas au plafond. Il y a peut-être des choses où on fait pas ça en JavaScript. Attention, là on prend des raccourcis, on en a conscience. De toute façon, le code d'AngularJS, vous avez vu, il fait 20 000 lignes. Voilà. Nous, on va faire la même chose en 100 lignes. Ça va marcher. Hein. Donc voilà. Il y aura certains raccourcis qui sont pris forcément. Donc voilà. Donc là, bon, par exemple, on rajoute sur prototype, on va rajouter notre watch. Voilà. Alors on a dit que notre watch il prenait un scope en paramètres. Donc voilà, on est parti, on va pouvoir le coder. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a dit simplement on rajoutait notre couple. Non, excusez-moi, je viens de faire une bêtise, pardon. Notre watch, n'importe quoi, voilà. Il prend deux fonctions, excusez-moi, voilà. Donc watch, il prend une fonction, un watcher, que je me suis répété, listener, voilà. Il prend un couple, excusez-moi, un couple, un watcher et un listener. C'est les deux qu'on a rajoutés ici. Voilà, la première fonction et la deuxième. Voilà. Donc, je reviens ici, un watcher, un listener. On va prendre ce couple et l'ajouter dans notre array ici, dans notre pile. Donc c'est parti. Push. Voilà. Alors pour faire propre, je vais faire une variable intermédiaire, hein, un watch. Var watch égale, on fait un objet intermédiaire où je vais rajouter mon watcher, voilà, et je vais rajouter mon listener. Voilà. Donc tout simplement, je prends mes deux fonctions, j'en fais un objet, et je les pousse dans ma stack. Voilà. À partir de là, on devrait avoir, dans notre scope, notre stack qui est remplie avec notre couple. C'est parti. J'espère que ça marche du premier coup. Hop, c'est bon. On affiche notre scope. Alors, j'agrandis un petit peu. Hop. Voilà. Donc on a quoi? On a notre lion.js, lui qui n'a pas changé avec notre date, notre titre. Et on voit qu'on a notre watcher avec un objet dedans. Et on a notre listener et notre watcher. Donc c'est bon. À partir de là, ça y est, on peut maintenant rajouter et surveiller différentes parties de notre modèle. Première étape, fini. Deuxième étape, maintenant il va y avoir une étape où on va boucler sur cette pile pour pouvoir déclencher les actions. Donc, comment on va faire ça? Donc pareil, je vais me mettre ici et on va déclencher un scope.$digest. Alors juste une petite chose, là vous voyez des fois des dollars ou $, ce sont des caractères, on est bien d'accord. Le dollar c'est pas magique. C'est juste qu'effectivement en JavaScript c'est un petit peu compliqué si on veut réussir, on peut y arriver, mais à faire hein, une visibilité private, voilà. On peut, hein, protected, mais bon, c'est des hacks. Donc, on utilise beaucoup de conventions. Hein. Le dollar, ça va être une fonction du framework, et $, une fonction qui est censée, une propriété qui est censée être privée, donc on n'est pas trop censé y toucher. Voilà. Mais ce sont des conventions. Hein. Voilà, c'est juste pour. Ok. Donc, le $digest, qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez le $apply. C'est souvent le $apply qu'on voit, en fait, et que vous êtes amené des fois à appeler. Le $digest, il est appelé par le apply. Donc on va commencer par celui-là et ensuite je vous implémenterai le apply. Digest c'est quoi? C'est simplement pour dire hey Angular, il y a un événement, il y a quelque chose, va vérifier ta pile et va m'exécuter toutes les actions s'il faut le faire sur ma pile d'événements. Donc on fait simplement un scope.digest, juste pour déclencher l'événement. C'est là qu'on voit déjà qu'il n'y a pas de boucle infinie. Et dans Angular, il faut bien appeler cette fameuse boucle. Donc on y va, on va le coder. Alors, ça va être quoi? Scope.prototype.$digest égale function. C'est parti. Alors là, on veut boucler et exécuter. Bon, on va utiliser pour ça, on a dit _JS, on pourrait le faire à la main, ça va être un peu galère. _JS, il fournit le each. Each, qu'est-ce qu'il prend en paramètre? Il prend la collection et une callback qui va boucler sur chaque élément, tout simplement. Donc c'est parti. Donc on va boucler sur this point, sur notre liste, hein, sur notre pile de watcher. Et on va récupérer quoi? On va récupérer ici notre watcher, voilà, qui va être appelé à chaque boucle. Donc ne serait-ce qu'ici, si on fait un console.log, et on affiche notre watcher, par exemple. J'espère que ça marche du premier coup. Hop, non. Ah oui, j'ai introduit _JS et je ne l'ai pas rajouté à
à mon HTML ici. Donc je vais le rajouter ici. Script, source, underscore. C'est parti. Voilà. Alors, je vous efface, je reviens pas longtemps. Donc on a bien bouclé. Et ici, voilà. Alors bon, là c'est pas très clair, on va avancer un peu dans le code parce que bon, il n'y a pas grand chose à faire encore ici. Donc simplement, on a bien bouclé, on a récupéré notre watcher. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est, on a notre watcher, sur notre watcher on a quoi? On a deux choses. On a l'élément du modèle qu'on va pouvoir vérifier et on a la callback à exécuter. Donc déjà simplement, si on exécute la callback sans vérifier rien du tout, on appelle le listener. Alors, listener fn. Voilà. Donc là, on boucle sur les éléments et on exécute sans même se poser si ça a changé ou pas. Comme ça, on est sûr. On y va. Hop. Alors, je vais peut-être enlever l'affichage un console log là qui est un petit peu fatigant. Hop. Voilà. Voilà. Coucou. Coucou, c'était quoi? Si on revient ici, coucou, c'était l'événement qui dit si le titre change, tu m'affiches coucou. Bon, là pour le coup, le titre n'a pas changé, on ne l'a pas codé. Donc on y va. On va se mettre ici. On va coder en fait ici, donc si le titre change. Donc comment on va faire? On va avoir un if. Donc ça va être quoi? If. Un if old value différent de new value. En gros, ça va être ça. Si la valeur a changé, tu me déclenches l'événement. Alors c'est quoi old et new value? Le new value, c'est quoi? On va coder. Le new value, hop, 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 hop. On va y arriver. Le new value, ça va être quoi? Ça va être justement le watcher. On va déclencher l'appel à notre fonction watcher qui lui vérifie notre modèle. Si on revient juste un petit peu en dessous, hein, on voit ici que lui, il retournait justement l'élément à surveiller. Voilà. Donc je reviens ici, donc c'est bien ça. On fait watcher.watcherfn, on récupère notre nouvelle valeur. Pour la comparer à l'ancienne, il aura fallu la stocker juste avant. Donc on va se mettre ici et on va faire watcher. Donc on va l'appeler last par exemple, égale new value. Voilà. Et le watcher, notre old value, ça va être ici, je l'ai appelé watcher.last. Donc je rechange ici. Voilà. Donc là, on devrait avoir tout bon. Hein. Donc on récupère la nouvelle valeur, on vérifie si l'ancienne et la nouvelle ont changé. Dans ce cas-là, on déclenche l'événement. Et ensuite, on stocke la nouvelle valeur dans le watcher.last. Je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir vérifier ça. Non. LionJS undefined. Alors. Il faut passer le scope au watcher. Ouais, il faut passer le scope, exactement, merci, ici, dans le watcher. Je reviens ici un instant. Vous voyez ici, j'avais dit que c'était plus propre de passer le scope, effectivement, et j'ai oublié de lui passer. Donc je reviens ici. Quand j'appelle le watcher fn, il faut que je lui passe le scope. Alors pour lui passer le scope, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est quoi? C'est this. Personne réagit? Ah voilà. This, c'est quoi? Ça, c'est un des gros problèmes de JavaScript. This, c'est une des plus... Voilà, ah, vous devez connaître. Le problème de this, c'est qui this là? C'est notre fonction watcher. C'est ça le problème. On n'est pas bon là. Donc c'est le truc classique où on se retrouve à faire des that, des self, des ce qu'on veut, ou des bind, enfin bref. Et on est obligé de faire var, that égale this. Voilà, ça me permet d'introduire ça. Et il y a tout un tas de façons de contourner ce problème. Voilà. Donc là, je stocke, en fait, cette technique-là, c'est je stocke la référence à this, à moi-même. Je suis malheureusement obligé de la stocker pour ensuite la réutiliser après, parce que dès que je suis dans des closures, je perds la référence du vis, ou le vis n'est plus moi-même. Enfin, bref. Je vous laisserai regarder ça plus, mais voilà. Ah, merci. C'est le vis de JavaScript. Voilà. Coucou. Alors, maintenant c'est bien vu, mais coucou, ça ne nous suffit pas. Coucou, c'est quoi? C'est juste que l'événement a été déclenché. Oui, mais ça ne nous dit pas beaucoup de choses. Ce qu'on aimerait ici, c'est faire, par exemple, hein, avoir plus de contexte. Le contexte, ça va être quoi qui va nous intéresser? Ça va être LionJS, titre est passé de voilà de old value à
new value, par exemple. Ok. Donc ici, on va avoir besoin de contexte. Le contexte, on va vouloir la nouvelle valeur, l'ancienne valeur, et le scope, ça peut être pas mal. Voilà. Donc un peu de contexte. Comme ça, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, si on met du contexte, il faut le mettre ici. Donc on appelle le listener, on va lui passer, on a dit la nouvelle valeur, new value, l'ancienne, qui va être notre washer.last. Voilà, typo, merci. Voilà, et le scope, comme ça c'est bonus, on a le scope. On va pouvoir modifier le scope, on en aura besoin tout à l'heure. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. On va avoir un affichage un peu plus clair. Voilà, Lyon.js titre est passé de undefined à Angular. Effectivement, si on regarde ici ce qui s'est passé, le scope ici, on a rajouté comme titre Angular. Et quand on lance le digest, quand on lance la boucle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier que le titre est effectivement passé de rien du tout, undefined, qui n'existait pas, à la valeur Angular. Alors, si ici on appelle plusieurs fois le digest, parce qu'on va quand même vérifier qu'on a bien codé notre truc, si on fait ça, on appelle la boucle plusieurs fois, on espère que ce ne sera pas répété. Problème de perf, sinon. On y va, refresh, c'est bon. Voilà. Alors, on peut même ici, pour vous montrer hein, qu'on a bien codé notre truc, on peut le modifier une deuxième fois. On va se mettre ici, on va faire scope.lyonjs.titre égale AngularJS. Modifier, hop, et on rappelle scope.$digest. Ok. Et refresh. Voilà. Il est passé de undefined à Angular, Angular à AngularJS modifié. Et si j'appelle plusieurs fois le digest, c'est bon. Il est bien passé qu'une fois. Donc quelque part, on va dire qu'on a fini. Vous avez ici vraiment le cœur de ce qu'est AngularJS. C'est quoi? C'est du dirty checking. Okay. On compare des valeurs, tout simplement. Alors juste un petit aparté, c'est quelque chose qui a été critiqué souvent en formation, on fait la réflexion, ouais mais ça c'est old school. Maintenant c'est event, on fait plus du tout ça, on gère ça par événement, le dirty checking c'était bien avant, mais ça marche plus. Ce à quoi Misko, le créateur d'AngularJS, sur Stack Overflow, hein, je vous laisse pas regarder, vous pouvez retrouver, pas de bêtises, c'est Stack, ouais, où il fait un petit laïus en disant, bah attendez, l'event driven, on peut toujours louper un ou deux événements. Avec le dirty checking, il n'y a rien, alors de plus propre dans le sens, pour le coup, voilà, mais de plus solide. C'est imparable le dirty checking. C'est quoi? C'est l'ancienne, la nouvelle valeur. Si ça a été changé, bah c'est dirty, puis on doit modifier la vue. Imparable. Si on loupe un événement, si on loupe un truc, on s'en fout. À la prochaine boucle, il va voir que le modèle a changé, c'est bon. Imparable. Alors maintenant, la réponse en termes de perf, la réponse de Misko a été, ouais, bah attends, avec les machines qu'on a maintenant, avec les browsers qu'on a maintenant, avant d'avoir un problème de perf avec du dirty checking, il a fait les calculs à un œil humain, a besoin de voir tant d'images secondes avant de réaliser que ça rame, etc., etc. Il a dit, vous pouvez faire une page de je ne sais pas combien de watch avant que ça rame. Alors, je suis d'accord avec vous, des fois on l'atteint cette limite. Mais la réponse encore a été de dire, c'est que si vous atteignez la limite, c'est que votre page elle est tellement énorme que d'un point de vue du UI, d'un point de vue design, il faut peut-être la revoir. C'est pas faux. Maintenant, il y a certaines techniques, quand on a surtout beaucoup, hein, on a des listes, certaines techniques qui vont permettre d'améliorer ces termes de perf. Et on va voir ça tout à l'heure. Voilà. Ça, c'était juste pour le... Voilà. Alors écoutez, là, je pense qu'on est pas mal. On va introduire juste une petite chose. En plus, c'est le apply. Parce que la digest, à la limite, ça vous dit rien. Ici, le digest, si on regarde ici, hein, sur le... Voilà. Regardez là. Sur notre schéma, là. Le digest, on voit qu'il est vraiment à l'intérieur du cœur du framework. Le digest, vous ne l'appelez jamais et vous ne devez jamais l'appeler. Le digest, effectivement, il déclenche cette boucle. Okay. Par contre, qui va déclencher cette boucle? C'est le $apply. C'est lui que vous devez appeler. Pourquoi? Ben, vous remarquez que tout simplement, si vous modifiez votre modèle, parce que tout fonctionne avec le modèle, hein, c'est le cœur vraiment du framework, vous modifiez le modèle et c'est magique. C'est ça la magie d'Angular. Sauf que quand vous êtes dans Angular, tout va bien, parce qu'on ne vous le dit pas, mais en fait le $apply, il est appelé, si vous regardez dans le code source, on n'aura pas le temps ce soir, mais regardez, le $apply est appelé par le framework, c'est pour ça que c'est magique. Mais quand vous êtes par exemple dans du D3JS, dans du jQuery, ou dans un autre framework, bah, AngularJS, il n'en sait rien, vu qu'il n'a pas de boucle infinie, le pauvre. Il n'a aucune idée que vous avez changé son modèle. Et c'est là où vous dites, je ne comprends pas, Angular, je crois que c'était magique, on change le modèle, il ne se passe rien. Bah oui, mais s'il se passait quelque chose,
c'est que votre mobile ici, on m'a fait la réflexion en formation, les batteries seraient mortes en quelques heures, évidemment. Si on avait des boucles infinies ou des trucs comme ça, et bien justement, ce n'est pas le cas. Cette boucle, il y a bien des boucles, mais qui sont déclenchées par des événements. Vous voyez, c'est un peu... C'est-à-dire qu'on a bien du dirty checking, mais qui est déclenché par des événements. Voilà. Donc, ici, c'est le apply. Donc, le apply, c'est quoi? Le apply, vous allez le voir, je vais le coder devant vous, vous allez comprendre, c'est juste un wrapper, et vous allez comprendre l'intérêt. Alors, on va le coder. Le apply. Le apply, apply, apply. On va le mettre ici. Alors, scope.apply. Non, prototype. Merci. Hop, play. Prototype.$apply. Le fameux apply qu'on doit appeler quand on est en dehors du framework Angular. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un try finally. On peut comprendre un peu l'intérêt. Ça va être quoi? Ça va être try, on exécute une expression, finally, on fait notre scope.digest. Donc le apply fait bien un digest, sauf qu'il est dans un try finally, et ici on va passer une expression. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert. Ici vous avez une expression, c'est une callback que vous allez appeler ici. Voilà. Le code du apply, c'est ça. On lui passe une expression, une callback, on exécute notre code, et quoi qu'il arrive, try finally, quoi qu'il arrive, si on se plante ou pas, on appelle un digest. Bah oui, parce qu'effectivement, si vous faites une erreur ou un truc, et que vous passez dans le throw, et hop, ça serait quand même intéressant d'avoir le digest, parce que le digest va passer en revue votre modèle, peut-être mettre à jour justement des alertes, des erreurs, des trucs comme ça. Voilà. Donc simplement, vous voyez, il n'est pas compliqué, c'est pareil que le digest, sauf qu'il est dans un try finally. Donc comment ça fonctionne? Par exemple, ici notre titre, au lieu de le modifier comme ça, j'enlève tous mes digests là. Voilà. On va l'appeler comme ça. Ce bout de code là, on va le mettre dans une callback. Ici, on va faire scope.$apply. Voilà. Et on va lui passer, donc on a dit que c'était une fonction qui allait être récusée. Il y a beaucoup de fonctions dans JavaScript, de callback. Voilà. Et ici, on va mettre notre code à l'intérieur. Voilà. Voilà typiquement ce que vous êtes amené à faire. Ça, c'est votre vie de tous les jours quand vous développez en AngularJS. Quand vous déclenchez comme ça un événement en dehors du framework, vous voulez modifier le modèle en dehors du framework, vous devez faire ça comme ça. Appeler un apply et mettre votre code qui modifie le modèle à l'intérieur. Et vous avez vu ce fameux try finally qui fait le digest. Alors, on essaye en espérant que ça marche du premier coup. Normalement, ça fait la même chose. Voilà. Le titre est passé de undefined à AngularJS modifié. C'est bien ce qu'on a, c'est nickel. Voilà. Donc, ceci dit, ça c'est bon. On va maintenant voir un petit peu certains, on va pas les voir tous, mais on va voir certains petits trucs où on peut se dire, attends, c'est bien gentil, mais là, qu'est-ce qui se passe si, lorsque je modifie ici mon titre, et lorsque le titre est modifié, je déclenche une autre partie du modèle. Comment ça va marcher ton truc? Regardez, si ici on fait scope.lyonjs. Alors on va introduire une nouvelle date voilà, mise à jour. Désolé, j'écris en français. Mise à jour égale new date. Voilà, on met une date de mise à jour. Hop, voilà. Et alors, si on fait ça, il faut compléter, c'est-à-dire que maintenant, pour vérifier que ça fonctionne notre truc, il faut qu'on crée un watch pour surveiller cette fameuse date de mise à jour et vérifier qu'elle change. Donc, si on a ici, je rajoute sur mon modèle, on a dit une date de mise à jour, peu importe, voilà, et on va l'initialiser à new date, voilà, et on va créer un watch, excusez-moi, hop, voilà, on va créer une surveillance sur cette propriété. Donc, on va surveiller, on va watcher lyonjs.mise à jour, voilà, et on va faire quoi? Lyonjs date de mise à jour est passée de machin à machin, et voilà. Donc là, on a une surveillance sur la date de mise à jour, une surveillance sur le titre, et si le titre change, je mets la date de mise à jour, est modifiée. On y va? Unexpected token, alors il manque un point virgule à la ligne, je vais y arriver, hop, new date, oui, effectivement. Alors, excusez-moi, hop, alors,
Voilà. Point virgule, oui, n'importe quoi. Voilà. Merci. Hop, c'est parti. Alors, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on a bien ici, la date de mise à jour est passée de rien à la date, ça c'est normal, on s'y attend. Le titre est passé de rien à AngularJS modifié, sauf que quand on avait modifié le titre, on voulait mettre à jour la date. Et on ne le voit pas ici. Ben ouais, c'est le problème, c'est qu'on n'est passé qu'une fois dans la boucle. Le digest est passé une fois et il est sorti. Sauf qu'on aimerait bien qu'il repasse une deuxième fois. En gros, on sent que là, on aimerait bien qu'il passe autant de fois que le modèle est sale, entre guillemets. Donc c'est ce qu'on va implémenter maintenant, et c'est ce que fait AngularJS. Ce qu'on fait là, on a vraiment pris le code source d'Angular pour le simplifier, mais c'est exactement les mêmes concepts, et j'ai même repris les mêmes noms. On a repris les mêmes noms. Donc comme ça, quand vous allez dans le code d'Angular, vous pouvez vous y retrouver et mieux comprendre le concept. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va mettre simplement un système de boucle, et tant que le modèle se modifie lui-même, tant qu'il est sale, en quelque sorte, on boucle. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc ici, ça va se passer ici, dans le digest. On va faire ici un var dirty. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une boucle, donc do, while, on encapsule ça. Donc while dirty. Voilà. En fait, on a quasiment fini. Do while dirty. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Au début, on fait dirty égale false. Donc on n'est pas dirty. Si on est modifié, dirty passe à true. Et je pense qu'on est pas mal là. Et on boucle tant que le modèle est sale. On revient là. Merci, excusez-moi. Hop, c'est parti. Hop. Allez. Et voilà. Alors, j'attends la suite. On dit ouais mais attends, les petits malins là. Ils vont se dire ouais mais c'est sur la date, tu me remodifies le titre. Ça donne quoi ton truc? Si on se met là, et si sur la date, on se dit tiens, scope.lyonjs .titre égale, hop, les pieds, coller. Et on rajoute, je sais pas, on va rajouter un point par exemple. Voilà. Donc ceux qui sont en train de le coder, on fait ça, ici on fait contrôle refresh. Ok? Non, moi je le fais pas. Ok, j'ai envie de finir ma presse. Si on fait ça, il se passe quoi? Vous en doutez, on se retrouve dans un cas où alors là c'est le problème du développeur, c'est entre la chaise et le clavier là. Le problème c'est pas AngularJS. Qu'est-ce qui va se passer? On va tourner en boucle. Notre navigateur va planter au mieux, voilà. Sinon tout va friser. Donc on va introduire un concept, enfin c'est comme ça qu'en tout cas on choisit de faire AngularJS, simplement à un moment donné on se dit bon t'es gentil mais là ça fait 10 fois qu'on boucle, à mon avis t'as eu un problème. Donc c'est simplement ce qu'on va implémenter ici. On va se dire bon écoute, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un time to live. Allez, on le met à 10. Ils l'ont mis à 10 par défaut, On le met à 10, et ce qui va se passer, c'est si jamais on boucle un petit peu trop, c'est que tu t'es planté, mon gars. Donc on va se mettre là, et on va dire, bon écoute, avant là, on va faire un if. Alors si on est dirty, alors si on continue à être dirty, et time to live, moins, égale 0, c'est ça. Donc si, voilà, si on descend, bon, remarque que c'était pas mal. Si on est à 0, allez, on arrête méchamment, throw, petit malin, corrige-moi ça. Voilà. Bon, excusez-moi pour les erreurs, c'est ça. L'orthographe, ça laisse à désirer. Hop, tac, on rafraîchit. Et voilà. On a bien la date qui change, les petits points qui se rajoutent à l'infini. Et on se retrouve une exception, petit malin, corrige-moi ça en bas. Alors là, généralement, je ne sais plus en Angular, ceux qui l'ont connu, cette erreur, c'est quoi? C'est digest loop has reached 10 iterations, something like this. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on va... Voilà, c'est qu'on a eu un problème comme ça. Donc là, vous voyez mieux, c'est qu'à un moment donné, vous êtes parti en boucle. Donc, le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est de péter à 10. Alors, je vous rassure, dans les dernières versions d'Angular, ce chiffre 10, pourquoi 10? Ce chiffre 10 est paramétrable. Donc, pour ceux qui connaissent déjà Angular, c'est le provider. Ça se définit sur le scope provider, si je ne dis pas de bêtises, et vous pouvez configurer évidemment ce chiffre 10 pour mettre une autre valeur. Si pour vous, non, c'est normal, à un moment donné, dans votre modèle qui est très complexe, et vous bouclez 20 fois, et ça reste normal. Voilà. Donc ça, c'est pour les petits malins. Bon, écoutez, comme on a un truc pas mal, là on est bien parti. Bon, j'enlève quand même cette erreur, donc là on arrête ça. On va faire autre chose. Allez, on va modifier par exemple, allez, on va mettre des participants là. On est parti. Hop, on rajoute des participants. Participants. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander de faire le tour de la salle. Vous allez me donner vos noms, prénoms.
Alors, participants, voilà, on va mettre un tableau. Participants, vous voyez, voilà. Alors, on y va, donc on va se mettre ici, allez. On va rajouter participants. Et on va faire un push. Hop. Participants, point push. Allez, on va commencer par nous. On va rajouter Mathieu. On va rajouter Olivier. Voilà. Ça, c'est pas mal. Eh ben, on y va. Non. On doit rajouter un watch. Il faut qu'on surveille justement pour voir qu'il se passe quelque chose. Donc, on va rajouter un watch sur cette liste de participants. Allez, allons-y. On va changer ici. Allez, participants. Si j'arrive. Participants. Pas de nom d'orthographe. Voilà. Lyon.js, date, alors date de mise à jour, participant est passé de all value à new value. Voilà. Ça devrait être pas mal. On est bon. C'est parti. Tac. Refresh. Voilà. Lyon.js est passé de undefined à Mathieu Olivier. C'est très bien ça. Alors, on va le faire en 2 fois, hein, pour bien vérifier que ça marche bien notre truc. On va se mettre ici. On va rajouter d'abord Mathieu et après on va rajouter Olivier. Voilà. En 2 fois. Attention, c'est parti. Voilà, undefined à Mathieu, très bien. Le titre est passé à Angular, mais il est passé où notre Olivier là? Il apparaît pas. Alors, c'est bizarre, on va quand même regarder notre code parce qu'on l'avait codé, ça marche plus. Présent, c'est quand même dommage. On revient ici, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. De toute façon, il est déjà passé là 1 fois. Ici, on fait notre comparaison. Vous voyez pas un problème ici? Voilà. Ici, c'est quoi notre dirty checking? Notre dirty checking qu'on a implémenté jusqu'à présent, s'il est un petit peu bébête, il fait une comparaison de quoi? De référence mémoire. Référence mémoire, avant il passe de undefined à Mathieu, c'est très bien, mais après la référence ne bouge pas. Donc là, voilà, tout simplement, on a un problème de référence. Alors ça, c'est un truc tout bête, mais on l'a déjà rencontré ça. Et ça m'arrive encore, hein. On est là, on commence à jouer, on est dans notre projet et tout, on met nos objets et tout, on se dit, je comprends pas, ça marche pas. On cherche partout pour réaliser que, oh punaise, j'étais en train de comparer par référence. Alors ça, on est tous tombés dessus. Alors, surtout, la réponse, vous allez voir, c'est la comparaison par valeur, vous l'aurez compris. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas, bah c'est cool, comparaison par valeur, ça marche bien, je vais le mettre partout. Alors oui, ça va marcher, hein, on est bien d'accord. Mais comparaison par valeur, hein, vous aurez compris, c'est carrément moins performant. Comparer par référence, c'est mieux. Donc attention à utiliser avec parcimonie. Voilà. Donc, tout simplement, on va introduire une notion de dire, bon, 2 possibilités, je veux comparer par référence, qui est la valeur par défaut, c'est quand même mieux. Mais moi, je sais maintenant, quand on fait un watch, quand on surveille, qu'on peut comparer par valeur. Et bien, c'est parti. Alors, ça va se faire tout bête, on va le coder encore à l'envers, moi j'aime bien ça. On va se mettre ici, notre watch, on va lui rajouter un 3e paramètre. Tout simplement, on peut dire, bah, oh, celui-là, tu me le compares par valeur. Donc, c'est parti, true. Voilà, un booléen, ça suffira très bien. Donc, si je fais ça, je vais venir sur mon watch pour ajouter un 3e paramètre. Hein. Alors, si vous me suivez, là, je vais me balader un peu dans le code. Je reviens là. Sur mon watch, on rajoute un 3e paramètre, on a juste mis un booléen, on va l'appeler byValue, comme ça au moins c'est clair. byValue, byValue. Voilà, on l'a stocké, très bien, maintenant on va pouvoir l'utiliser. Alors c'est parti. Alors on va le faire ici à notre test, un if, alors if, allons-y. If watcher, point. Alors on l'a stocké, donc on peut le récupérer, byValue. Point d'interrogation. Alors si c'est par valeur, on va faire quelque chose, sinon par référence. Alors là, par valeur, on ne va pas le coder à la main. Je vous imagine en JavaScript ce qu'il faut faire, hein, vous aurez compris. Il faut parcourir l'arrêt, il faut parcourir l'objet. Je ne vais pas me lancer là-dedans, on va se baser sur underscore JS. J'aurais pu le faire à la main pour vraiment le faire. Voilà, mais bon, on va rester sur du underscore. Donc, je triche un peu, j'utilise underscore. Donc underscore, ça va être le is, equal. Voilà. De toute façon, n'importe qui va. C'est très simple, c'est juste qu'il va faire du deep comparaison, il va rentrer dans l'objet ou dans le rep pour comparer toutes les valeurs. Donc plus votre objet est gros, plus ça va être coûteux. Alors is equal de, alors attendez, je vais mettre les 2 valeurs comme ça, watcher.last et new value. Voilà, le is equal, hop, tac. Voilà. Alors attention, c'est non equal. Voilà. Voilà, là on est pas mal, on a bien fait notre comparaison. C'est parti, on y va. Ça marche toujours pas. Alors, regardez ici, c'est bien, là on a fait la comparaison. Mais regardez comment fonctionne notre système, c'est qu'on stocke l'ancienne valeur. Là on stocke l'ancienne référence. Si on le fait au-dessus, il faut qu'on le fasse ici aussi. Donc c'est le même problème. Hop, on stocke ici. Alors on stocke quoi là? On stocke à la référence et ici il faut qu'on stocke. Et ben ouais, malheureusement vous l'aurez compris, il faut qu'on stocke un clone complet de l'objet. Encore une raison de faire attention
à cette comparaison par valeur. C'est le seul moyen qu'on a. C'est bourrin, c'est pour ça qu'il y a ouais, machin et tout. Ouais. Ah, le dirty checking, c'est comme ça. Donc ici, on y va. Alors, on a pareil, hein, j'ai pas envie de me le faire à la main, donc je me base encore sur underscore. Après, promis, on arrête. Et voilà. Allez, underscore, point, c'est clone. Hein. Vous pouvez regarder, c'est super. Pour ceux qui viennent du Java, c'est votre Google Guava ou votre Apache Commons. Hein. Voilà, underscore. Clone de new value. Et ben voilà, je pense que là, on est pas mal. On réessaye. Tac, hop, refresh. Youpi, ça marche. Ouf. Et voilà. Alors, maintenant, la partie un peu intéressante et un peu qui m'a valeur ajoutée, parce que là, on ne fait pas grand-chose. Ce qui est important de savoir, c'est que vous avez... n'en mettez pas partout. Quand vous avez les collections, sachez que dans AngularJS, il vous fournit un watch intelligent. Vous avez le watch collection. Okay, je vous laisse regarder, on n'aura pas le temps de faire tout ça. Alors, il est intelligent, pourquoi? Bah, réfléchissez par exemple par rapport à l'array. Un array, si on compare ne serait-ce que la longueur, on a gagné. Ça, on n'a pas si la longueur a changé, on ne va pas se prendre la tête à chercher dans tout l'array par exemple. Vous voyez, il y a plein de petits trucs sympas à faire. Donc à la limite, si vous trouvez des trucs encore plus sympas, faites un push request pour Angular et hop, vous allez être connu. Il y a plein de trucs sympas à faire. Voilà. Rappelez-vous de ça, le watch collection. Donc voilà, donc ça, le watch collection. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Tac, bah écoutez, c'est pas mal. Un petit truc, un dernier truc quand même, sur le gars qui va dire ouais c'est gentil, là on a vu le cas où le modèle se modifie lui-même, on a fait notre TTL super, mais qu'est-ce qui se passe si lors d'un changement, par exemple, vous voyez ici, lors du changement du titre, je modifiais une autre partie du modèle mise à jour. Vous aurez le cas, et ça arrive très souvent, c'est pour ça que je vous le fais quand même, c'est important, parce que dans la vie de tous les jours, ça peut vraiment vous servir. Vous êtes là à vous dire, oh là, j'ai compris que le gars il m'a dit, il faut toujours faire des apply, comme ça on est sûr qu'on rentre dans la boucle et que je loupe pas de trucs, parce que je me suis fait avoir trop de fois. Maintenant, à chaque fois que je modifie le modèle, je m'embête pas, je fais des $apply de partout. Le mec il va faire quoi? Il va pas attendez, ici, la mise à jour là, je suis pas sûr, peut-être que je suis pas dans une boucle. Allez, je me pose pas de questions, je fais ça dans un apply pour relancer une boucle, comme ça fera une de plus, mais au moins je serai sûr d'être pris en compte. Donc ici le gars il fait ok, bon bah scope, point, j'ai compris le truc, on fait un $apply, et hop, on fait notre fonction, hop, 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 et à l'intérieur, on prend notre code, et on le fout là-dedans. Non, c'est pas comme ça, j'ai fait une bêtise. Un raccourci, hop, méchant, voilà, pardon, hop, je me mets ici. Voilà, donc on a fait exactement le même code, sauf que ici j'ai modifié ma date dans un apply, hein, parce que oh, je suis pas sûr. Alors, pareil, ceux qui sont en train de le coder, venez ici et faites CTRL-R. Moi je le fais pas. Bon, vous l'aurez compris, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien on est déjà dans une boucle. Et là on redemande l'appel d'une boucle. Pareil, c'est pas le même principe que tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant, mais on repart dans une boucle infinie. On est dans une boucle, on redemande une boucle. Là vous repartez en boucle infinie. Encore un nouveau problème, quelle est la solution? Ça c'est une erreur que vous avez très certainement eue. Eh bien, on va le coder ici. Le seul moyen qu'ils ont eu, c'est encore la même chose, c'est de péter une exception pour dire hey mec, t'es déjà dans une boucle, s'il te plaît, n'en fais pas une autre. Et voilà, donc on va simplement le coder, en gros ça va être quoi? On va mettre une chaîne, alors pour le coup ils ont appelé ça phase, je vais l'appeler pareil pour respecter comme ça, si vous allez dans le code d'Angular, vous comprenez le truc, c'est une phase. On va dire elle était déjà dans une phase de digest, on lance pas une deuxième. Donc en gros on va faire une chaîne, on va faire un if, je suis déjà dans une et hop, on pète. Donc on y va. Donc on vient ici, c'est parti, hop, on avait un faux. Alors, on y va, on va l'appeler this comme dans Angular, hein. Ils ont appelé ça $phase. Voilà, c'est sympa. On va l'initialiser à rien du tout. Voilà. Alors, this.phase, et on va faire simplement deux méthodes, une méthode qui la set, une méthode qui la nettoie pour entrer, pour sortir. Donc c'est parti, scope.prototype. $begin phase, donc une simplement quand la phase démarre, non, function, donc. Alors là, il vous faut un clavier Mac quand vous faites du JavaScript, hein, parce que les parenthèses et les crochets, voilà, là c'est, voilà, ceux qui comprennent comprendront. Ce qui est là, allez, begin phase, et là on va faire une autre, on va faire le clear phase. Clear phase, voilà. Alors le begin il va faire quoi? Alors déjà le clear, allez hop, le clear c'est facile. Le clear c'est this, point, phase égale nul, c'est la même chose, hein, voilà, hop, nul. Et le begin il va faire quoi? Bah, il va faire un this, point, $phase
égale, et on va lui passer un nom ici, et on lui passe. Hein. Là, on fait juste un getter tout bête. Voilà, on démarre, on arrête. Donc, on va utiliser ces méthodes, hein. On va se mettre ici. Voilà, on est en digest, on va dire, bah, quand on démarre, donc on va faire un vis.begin phase. Voilà, et on va l'appeler digest. Et quand on sort, alors on sort à deux endroits, attention. On sort, vous avez vu? On sort ici au petit malin là. On sort ici, donc vis.clear phase. Voilà. Et on sort aussi quand on sort, hein, à la fin de la méthode. Alors on est pas mal. Alors c'est pas fini, il faut qu'on pète, hein, qu'on pète en exception là. Donc ici quand on démarre, on va simplement faire un if. Voilà. If this point. Hop, hop, hop. Voilà. $, phase. Donc si on est déjà dans une phase, faut. Voilà. Vous êtes déjà dans la phase. Et $, phase. Voilà. Bon, je pense qu'on est pas mal. On va se mettre ici. Et là, je peux rafraîchir. Voilà. Vous êtes déjà dans la phase digest. Le petit malin, et ça passe. Alors, vous, quand vous codez Angular, vous aurez a digest phase is already in progress ou un truc comme ça. On va dire que, attention. Alors, maintenant, bon, la partie intéressante, la partie comment est-ce qu'on résout ce problème. Parce que je vous dis quand même, attends, moi il faut bien que je le modifie, mon modèle, et là il me dit que je peux pas. Moi ça m'est déjà arrivé, je dis, attends, il faut que je le fasse quand même, je suis embêté. Alors on a les fameux trucs horribles qu'on trouve sur Stack Overflow, ou des mecs qui n'ont rien compris, qui font le if, je suis pas dans une phase, et alors ils appellent le $. Alors dès que vous appelez le $, on va dire, attends, $, par convention c'est censé un truc privé, je suis pas censé l'appeler ce truc-là. Donc, en gros, et c'est dans les. Si vous allez sur Angular, voilà, regardez la partie wiki aussi, c'est un truc, attention GitHub, allez sur la partie wiki. Il y a tout un tas de bonnes pratiques qui ne sont pas mises en avant, je trouve dommage, où ils ont mis en pratique, voilà, sur le wiki toutes les bonnes pratiques. Et entre autres, quand on a ce problème, c'est que vous appelez le phase beaucoup trop tard. Donc, ça veut dire que vous devez vous rapprocher beaucoup plus dans pour votre appel. Enfin bref. Donc ça veut dire que ici, il faudrait, si vous avez ce problème, c'est qu'il faut que vous fassiez votre apply vraiment au moment, genre vous êtes dans jQuery, vous modifiez votre modèle, il faut faire le apply juste à ce moment-là, ok? Pas plus tard. Plus tard, vous risquez de tomber dans un appel Angular qui fait que hop, vous êtes déjà dans une boucle. C'est juste. Ok, bah écoutez, c'est bon, maintenant la partie intéressante. Là, si vous voulez, on vous a donné toutes les briques de base. Et Mathieu reprend la main maintenant pour vous faire marcher enfin AngularJS d'un point de vue graphique, où on va jouer sur la partie du DOM. On va afficher maintenant ce modèle sur notre vue. C'est un peu ça qui nous intéresse. Alors, ce qui nous intéressait maintenant, c'est de voir le cœur. Et là, vous l'avez vu, cette partie-là est finie. Un petit mot pour la fin, en fait, sur cette partie-là. Évidemment, vous aurez compris que les 20 000 lignes de différence entre Angular et ce qu'on voit là, c'est quoi? Ça va être, en gros, la gestion des erreurs. Hein, vous loguez les erreurs, il faudra qu'on mette, en gros, on peut prendre le même code et mettre des try-catch un peu partout, avec la gestion des erreurs, etc., etc. Et tout un tas de trucs, évidemment, qui fait qu'on arrive à 20 000 lignes. Mais le cœur, c'est exactement ça. Voilà. Ok. Et ben, pour pas vous mentir, on va pas tricher. La clé USB, j'ai codé là-dessus. Mathieu va la reprendre et va continuer exactement sur cette base-là pour reprendre la base maintenant, vraiment, de l'effet waouh de cette soirée. Alors, je vais juste. Non, je te laisse comme ça. Non, je vais enlever le plat. Voilà, j'enlève ça et je le remets ici. Et refresh et toujours un état stable. Alors, attention, je ferme le projet, close. Et je. Monsieur, il faut partir parce que j'y remets, mais je vais Oh, ça va pas être drôle ça.
C'est bon? Oui, je voudrais pas que ça switch. Ok. Tac. Ça. Parce que c'était logué avant que j'ouvre la console. Donc, le vrai code qui vient de faire, qui est là, j'ai pas menti. Voilà, push Mathieu, push Olivier, ce qu'on vient de faire. La page web, la même. Mathieu, Olivier. Ok. Donc, moi, mon boulot, ça va être que ce qu'on vous a vendu au tout début, c'est qu'on vous a dit qu'on arriverait à faire des directives. Pour l'instant, on s'est créé un joli scope qui ressemble au vrai, qui est fonctionnel, qui peut watcher des données, etc. Donc ça c'est très bien et c'est comme ça que sans ça, on ne peut pas faire de directives, ça sert juste à rien. Et maintenant, on va s'appuyer sur ce mécanisme-là pour créer des directives. Alors les directives, c'est une API un peu complexe avec un compilateur de DOM et tout. Et là, on part de rien, mais j'ai pas peur, donc je vais y aller. La première chose, elle n'est pas très sexy, c'est de se faire simplement un annuaire de directives. Simplement de se faire, je vais le faire en direct, une liste de directives. Bon là, en vrai, dans Angular, il y a tout le moteur d'injection, j'inscris une directive dans le système d'injection de dépendance, etc. Moi, ça va être un vieil objet. Hein. Ça va bien suffire, une bonne vieille HMAP à la base. Voilà. Pour accéder à mon petit annuaire, je me fais un petit getter-setter en une fois, parce que je suis à la pointe. Donc, le nom en paramètre et la directive en deuxième paramètre. L'idée, c'est si le deuxième paramètre est seté, c'est un setter. Si le deuxième paramètre n'est pas seté, c'est un getter. Vous avez vu d'ores et déjà, mes directives seront des fonctions. C'est-à-dire que je vais considérer les directives au plus simple de ce que vous pouvez faire dans Angular, à savoir, pour ceux qui connaissent, la fonction postlink. Juste la fonction, je vais faire des branchements sur le DOM. Je vais me suffire de ça pour ce soir, ça suffira largement. Donc pour moi, une directive, c'est une fonction. Donc mon petit annuaire, if, j'utilise aussi underscore pour tester que c'est bien une fonction. Donc si l'argument est passé et que c'est une fonction, dans ce cas-là, c'est un setter. Donc on inscrit. On l'enregistre dans l'annuaire et dans tous les cas, on retourne la directive correspondante qu'on a demandée. Jusque-là, j'ai juste fait une possibilité d'inscrire des directives dans mon framework. Ce qui va être drôle, c'est le compilateur. Le compilateur, c'est en fait ce qui va passer sur tous les éléments de votre DOM et qui va essayer de voir si vous avez mis une directive dedans, si vous avez demandé le déclenchement d'une directive. Et le vrai compilateur d'Angular, même si le code n'est pas super accessible, c'est jamais que ce que je vais faire, à savoir un parcours récursif de votre DOM, pur et dur. Et ça, c'est pas difficile à écrire finalement. Donc je me mets à la suite de notre petit framework et je vais initialiser un compilateur. Ça va être du récursif, donc je lui passe tout de suite des paramètres. Il va falloir le lancer comme ça, d'accord. Il va falloir le lancer avec une valeur d'initialisation. Donc on va faire la récursion sur un élément du DOM et on va toujours passer le scope sur lequel on veut compiler en paramètres. Donc
on a dit c'est simplement une récursion sur tous les éléments du DOM. Et pour ça, finalement, c'est pas si difficile. On fait un each, on fait une boucle sur tous les children, du premier élément sur lequel on a commencé. Donc là, on a un child. Et la récursion, c'est bête et méchant. C'est $compile dans Angular. J'essaie de garder la même syntaxe. On compile sur le child, virgule, le scope. Voilà. Là, on fait rien. On récurse pour le plaisir. Et pour le plaisir, on va voir que ça marche. Alors c'est là que j'ai le stress, parce que si j'ai fait une merde, j'ai une boucle infinie et je plante mon navigateur. Je l'appelle pas. Au moins, ça plante pas. $compile, le plus simple, c'est de commencer sur le body. Et je lui passe notre scope là où on a donné en paramètre. Là, je l'appelle. Youpi. Vous voyez bien, on commence par le body, on passe sur le H1 qui est en dessous. D'ailleurs, il nous le pointe en haut. Le P, le image, etc. Donc vous voyez qu'on a récursivement passé en revue tous les éléments du DOM. Donc ça, finalement, c'était faire une récursion sur le DOM, c'est pas ça qui est coûteux, c'est quelques lignes. Et ensuite, le principe d'Angular, c'est trouve une directive et déclenche-la. Le seul défaut, c'est que là, pour le moment, on n'a pas de directive. Donc je vais faire semblant d'encoder une. Pour l'instant, je ne vais pas aller très loin, je vais juste faire une directive qui log. Coucou, je suis une directive, j'ai été appelé. Donc je utilise mon $directive sous forme de setter. Et comme je ne veux pas faire du... Ouais, je peux faire ngbind. Allez, ngbind. Je vais mettre ngbind. Genre, je m'en fous, Angular n'est pas là, de toute façon, je peux lui surcharger la vraie. Donc ça, c'est la fonction qui définit ma directive. Et pour le moment, je ne fais rien dedans que de dire coucou, je suis une directive. Une directive. Trop bien. Mais elle doit se déclencher sur ngbind. Seulement sur un élément du DOM où c'est marqué ngbind dessus. Pour ça, c'est simple. On sait que le compile, là, la fonction, elle va passer sur tous les éléments du DOM. Alors, sur tous les éléments du DOM, je vais passer en revue ses attributs. Petit mot également, les directives d'Angular peuvent être déclenchées sur les attributs, mais aussi sur des classes CSS, même si personne ne le fait, sur des noms de balises, etc. Ce n'est pas une fonctionnalité que j'aurai là, je ne fonctionnerai que sur les attributs. Mais ouais. Avant d'aller plus loin, pourquoi tu n'utilises pas les applis d'un plus haut niveau, type query selector? Parce que de toute façon, il faut tout. Ça t'évite d'avoir le côté récursif et... Quelque part, il le fait aussi, c'est peut-être plus rapide. Il me semble que pour Angular, ils sont obligés, parce qu'il faut avoir le sous-scope, pour avoir une hiérarchie. Ça, ouais, c'est très certainement possible. Là, tu traverses le DOM et ton scope est ici qui est de changer au fur et à mesure que tu traverses le DOM. Traverser petit à petit. Mais t'en as pas qu'un scope quand tu traverses Angular, le vrai. Ouais, Au fur et à mesure que tu descends, t'as un autre scope. Justement, c'est ça le point. Pour pouvoir créer ces sous-scopes au fur et à mesure que tu faire des choses. Ah oui, Tu sais que tout est dedans. tout à fait. Parce qu'il y aura des directives qui vont pouvoir créer des scopes et donc le vrai code est plus complexe que ce que je suis en train de faire. Mais pour l'instant, on va y aller mollo. Donc, je le fais exprès en dessous, c'est-à-dire qu'en fait, l'analyse des directives est plutôt en remontant qu'en redescendant. Et c'est le vrai mécanisme du post-link qui est la façon dont on écrit les directives le plus souvent, même si le vrai Angular permet de coder un peu avant, de coder un peu après, de mettre des trucs un peu plus... C'est pour ça que la petite directive elle est complexe. Mais la base de la base, c'est la fonction post-link. Donc pour chaque attribut, on va regarder si l'attribut correspond à une directive. Pour ça,
je sais que mon getter il va me rendre undefined si c'est pas défini. Donc je fais simple, j'essaye. Directive de j'ai pas pris un attribut ici. Directive de attribut. Point name. Alors là, ce qu'il faut savoir dans l'API bas niveau du DOM, c'est que l'objet attribut là, c'est un objet avec name et value. C'est un truc que je fais jamais parce que j'ai toujours jQuery. Et aujourd'hui, on est root. Donc attribute.name, ça va faire que directive là, il va être défini avec ma directive si ça existe. D'ailleurs, je peux même mettre directive function. Il va être undefined sinon. Donc, comme tout à l'heure, if this function de ma directive, dans ce cas-là, c'est j'ai bien matché une directive. Et donc, la seule chose qui me reste à faire, c'est de la lancer. Et voilà. Donc pour l'instant, la directive, je lui passe rien comme paramètre. La directive derrière, elle fait jamais qu'un console log. Je vais pas encore faire Hello World, du coup, ça va pas marcher. Mais normalement, on devrait au moins voir dans la console qu'on l'a trouvée, la directive, et qu'on l'exécute. On passe par le body, on passe par le H1. Sur le H1, il y a un ngbind. On lance coucou. Jusque là, je me suis pas planté. Pourquoi un coup ça... Un coup, voilà. Hop, hop, hop. Je fais F5 moi. Mais bon. D'ailleurs, je le virerai ce log parce qu'au bout d'un moment, il va être pénible. Donc là, on garde juste le code, le log, la directive a été lancée. Donc maintenant, on va se donner les moyens de faire une vraie directive. Et on va reproduire la même API finalement que les directives de PostLink, une fonction link, une directive d'Angular. Une directive d'Angular, je vais la faire dans la définition. Elle prend en paramètre de base toujours le scope dans lequel elle se trouve, l'élément sur lequel elle a été déclenchée et la liste des attributs. Pourquoi? Parce que pratiquement toutes les directives s'appuient sur les valeurs d'attributs pour faire leur mécanisme. C'est le cas de ngbind, il faut qu'il lise la valeur de l'attribut ngbind pour faire ce qu'il a à faire. Donc on va coder directement dans le compiler de quoi lui passer ses arguments. Et c'est pas très difficile. Le scope, on l'a en paramètre, donc il suffit de le passer. L'élément, on l'a aussi, il suffit de le passer. Les attributs, à vrai dire, c'est un raccourci, on ne serait même pas obligé de les passer. Donc voilà, on a reproduit l'API standard, on lance la directive avec suffisamment d'éléments pour travailler. Et du coup, finalement, le compiler, lui, il est fini. Maintenant, on peut commencer à rédiger des directives. Et rédiger la directive ngbind, ça veut dire quoi? Olivier en a parlé en introduction. La directive ngbind, c'est détecter des modifications dans le scope et mettre à jour la vue en conséquence. Conséquence, c'est grosso modo un watch. Donc, eh ben, on va l'écrire. Il n'y a pas de dollar ici. Scope.$watch. On watch quoi? Et on fait quoi quand on watch? Et grosso modo, les questions à se poser. Alors, on watch quoi? On watch l'attribut qui nous a été passé. Le problème, c'est que, grosso modo, on voudrait écrire ça et on va commencer à se prendre des murs. On va se prendre un petit peu des râteaux. Attribute de ngbind. Donc ça, c'est l'attribut de ngbind. Ça, c'est la valeur qu'il y a dedans. Et on voudrait lire ça dans le scope. Ok? Manque de peau, Olivier m'a mis des bâtons dans les roues. Et il a mis lion.js.titre. Donc
on va essayer de lire dans le scope la propriété long.js.titre en amont. Et ça va pas marcher. S'il était un peu moins tard, je me serais amusé à le faire pas marcher exprès pour le plaisir. Mais voilà. Alors c'est là qu'il faut savoir que dans Angular, ils sortent l'artillerie lourde, mais alors la putain de l'artillerie lourde, ils ont un service qui s'appelle $parse, qui est un putain de lexeur à part entière, qui est un interpréteur de code, pseudo JavaScript, qui permet d'exécuter finalement du code dans le contexte du scope. Mais c'est voilà, il y a tout un... On peut voir le code, ça parle d'AST, de Lex et tout. Waouh! Donc je vais pas faire ça moi, déjà parce que je comprends rien et parce que j'ai pas le temps. Donc pour ce soir je vais faire moche. Je vais faire très très moche. À base de ça. Mais je n'assume pas ce qu'il. Donc grosso modo ce que je veux évaluer c'est scope.la valeur de l'attribut. Voilà, scope.la valeur de l'attribut. C'était plus court hein, que le lexeur quand même. Hein? Donc des crochets. Il y a d'autres. Tout à fait. Voilà. Donc ça c'est la valeur que je veux évaluer. En raccourci. Eux ils n'ont pas mis fait de eval. Hein. Eux ils ont été routes. Et quand cette valeur change, j'ai un callback avec la nouvelle valeur. Et bien, très bien. Qu'est-ce que fait le ngbind? Cette nouvelle valeur, il faut modifier la vue, la mettre à l'endroit de la directive ngbind. Et bien ça, il n'y a vraiment pas plus simple. Pardon. Element.innerHTML en sauvage égale new value. On peut pas, voilà. Et là, normalement, vous avez vu? Mais c'est ça. Ah là là. Bon, c'est ça. Bon, ce que je vous avais promis au tout début, c'était qu'il y aurait l'input et qu'on pourrait faire le vrai Wahoo Angular. Donc j'ai peur de rien. On va le faire. Donc je remonte dans le code HTML. Là on est au H1 qui affiche la valeur. Et on rajoute un input. Input type égale texte. Youpi. Non. Et là si on fait du Angular, on fait ngModel égale la même valeur pour qu'il y ait référence. js.titre. Voilà. Non, c'est pas ça. S. Voilà. On a bien le champ. Évidemment, il ne se passe rien. Parce que ngModel, on n'a rien fait. Ça ne déclenche pas de directive. Il ne se passe rien. Donc je redescends en bas de notre framework. Et je commence fièrement une nouvelle directive qui s'appelle ngModel. OK. Function, scope, element, pourquoi j'ai pas fait de copier-coller, attributes, voilà. Ok. Donc le ngModel, c'est la directive par excellence dans Angular qui implémente le concept de data binding dans les deux sens. Le sens du modèle vers la vue, de la vue, c'est-à-dire le mec qui change quelque chose, vers le modèle. Donc on va les faire les deux dans l'ordre. Le premier, du modèle vers la vue, c'est pratiquement exactement un ngbind. Donc, cette fois-ci, je vais être un peu plus fainéant. Je vais copier ngbind. Je vais faire un watch de eval pas beau. Sauf que là, il faut toujours penser à changer ça, sinon on se prend les pieds dans le tapis. Et quand on détecte un changement, on ne change pas le inner HTML de l'input parce que c'est pas ça ne marche pas comme ça, on change sa value. Et normalement, ça suffit pour faire le deuxième, ça marche. On a bien Angular dans l'input.
Oui. Jusque-là, ça va. On l'a payé pour donc on a fait un sens, maintenant on va faire le deuxième. Le deuxième, c'est le mec nous appuie, fait des modifications, on veut les détecter et changer le scope en fonction. Donc là, on va écouter qu'il y a des modifications bas niveau au sens navigateur. Donc le Add Event Listener à la main, que je fais jamais, mais aujourd'hui je le fais. Voilà. C'est pas comme ça son API, c'est quel event. Le plus simple, c'est qui up. Voilà, si quelqu'un il lâche une touche, je veux être prévenu. Donc, donc là, ce qu'on veut, c'est que si jamais l'utilisateur a fait des modifications, on veut modifier le scope. Donc là, il faut ressortir le bon vieux eval qui tâche. Ah oui, faut pas penser. Donc le bon vieux eval, là on veut setter. Donc on fait égal element.value. C'est pas beau, hein? C'est ça grosso modo le code si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, il faut imaginer ce que ça va évaluer. Ça va faire scope.lion.js.titre égale la valeur qui est actuellement dans le champ input. Et là, j'espère, si vous avez écouté Olivier un tant soit peu, vous comprendrez que c'est normal qu'il ne se passe rien. Par contre, ça, c'est pas normal. Faut que tu mettes tes codes. Non, des codes, ouais. Égal code. Ah oui, je me suis fait avoir pas plus tard qu'à la répète tout à l'heure. Tac. Pas besoin de les anti-slasher si je mets des simples codes, mais enfin bon, bref. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a écrit dans le scope, mais on lui a pas dit. On n'a pas lancé de digest, on n'a pas lancé de apply, on a écrit dans le scope, mais personne ne le sait, donc rien ne change. Ça, cette erreur, je l'ai faite exprès, parce que si vous écrivez votre propre directive, vous n'allez pas écrire LGModel, mais vous ferez une directive qui écoutera Add Event Listener, soit avec jQuery, soit à la main. Vous allez vouloir écrire dans votre scope, et là, votre dire, bah, Angular, c'est pas magique, ça change pas. Bah, parce que le scope, il n'écoute pas bêtement, il écoute que quand vous lui dites d'écouter. Donc là, on a typiquement besoin d'un scope.apply function. Voilà. Et là, normalement, suspense. Le clic, vous êtes encore chaud pour le clic? Alors juste pour faire une dernière directive, on remonte, c'est presque fini, hein. C'est le bonus. On peut aussi faire ngClick. ngClick, c'est ce qui est dans l'attribut sera exécuté avec un eval. Quand l'utilisateur clique sur l'élément. Donc on est reparti, on fait une directive, on est fainéant en copying qui existe. Voilà. On l'appelle ngClick. Il va falloir que je code la fonction reset aussi. Sinon ça va mal se passer. Donc là, le ngClick, ce qu'il fait, donc vous n'avez jamais l'impression d'utiliser $apply parce que justement, dans le vrai ngClick, la première chose qu'il fait, c'est apply. Dans le sens où je vais faire les modifications que va coder l'utilisateur du framework et il y aura certainement des modifications dans le scope, regarde à la fin. Donc la première chose qu'il y a dans le vrai ngClick et que je vais mettre ici, c'est $apply de la valeur de l'attribut. Hop.
Voilà. Et là, c'est pas très beau, mais c'est comme ça, éval de la valeur de l'attribut. La valeur de l'attribut, grosso modo. Ça, scope, point, la valeur de l'attribut. Et, ah oui, il faut le ngClick quand même. Le element.addEventListener, le click. Ah, puis il y a ça aussi. Alors, on va le faire dans l'ordre. Donc déjà ngClick parce que c'est le nom de l'attribut. Et ça va faire que ce qui est dans ngClick sera exécuté dès que la directive sera lue. C'est pas ce qu'on veut que ça soit exécuté seulement quand le mec il clique sur le H1. Donc on met un addEventListener de nouveau sur click function et grosso modo c'est tout. Cette évaluation on la réalise quand le mec il clique. Tout à l'heure j'ai dit faut-il encore que j'ai défini le reset, ce que j'ai appelé la fonction reset. Donc il suffit de dire scope.reset égale function et puis on dit scope.js.titre égale Zengular, genre arrête de taper n'importe quoi, on remet juste. Et normalement, tac, vous pouvez taper n'importe quoi, et si vous cliquez là, clac. Et c'était le dernier effet waouh, donc un mot de la fin, je sais pas. Non, bah c'est suffisamment waouh. Merci à tous. Question, ouais. Enfin, bon, on va essayer de squatter quand même un petit peu là pour pouvoir quand même oublier les revoir. Ça, c'est les concepts centraux et tout. Est-ce que ça bougera pas? Par exemple, on t'en parlait déjà dans Angular 2.0. Le Watcher, les directives, ça sera quoi? Alors, dans Angular 2. À mon avis, dans Angular 1.x, tout ça va rester. Dans Angular 2.0, tu peux tout. C'est vrai. Mais c'est bien. Les concepts data binding et tout. Oui, mais je sais que le dirty checking est recodé dans un nouveau projet qui s'appelle Watchtower, que j'ai pas encore eu le temps d'analyser. Donc je sais que a priori c'est toujours le concept de dirty checking, mais il n'y a plus le digest, il a été repensé, et surtout pour créer la possibilité de s'appuyer sur le object.observe quand il sera disponible dans les navigateurs. Parce que là pour le moment c'est un peu difficile. L'erreur à ne pas faire, c'est le object.observe ne supprime pas le besoin du digest, parce que grosso modo il ne peut faire que des propriétés un peu simples. Il y a moins tous les watch collection et compagnie, ça va être plus. Il restera du code quoi, dans le dirty checking d'Angular. Premier point. Et tout l'aspect compile du job, etc. Pareil, ils sont en grosse phase de discussion. Il y a toute une partie passage sur les web components qui fait qu'à mon avis, il y a pas mal de choses qui vont péter. Et qui vont péter, on utilisera pareil, mais en dessous, ce sera différent. C'est ça. L'API des directives, non, parce qu'ils ont dit l'API des directives, elle est trop chiante. Ça va devenir un gros objet, ça. On split trois use cases différents, je me souviens plus. Il y en a un, ça sera les web components, il y en a un autre, ça sera du binding simple, donc ça sera une autre API. Et du coup, l'API, non, elle n'aura plus rien à voir. Par contre, le Watchtower, normalement, c'est de la machinerie, tu devrais pas le voir. Normalement, pour l'utilisateur, tu fais le Hello World, normalement, il devrait toujours exister. Par contre, on fera un autre live coding et puis on live codera Watchtower. En ES6, nickel. Angular 2.0 est codé en ECMAScript 6. C'est pas pour demain. Mais compilé en ECMAScript 5. Limite. D'autres questions?
Vous avez trop chaud. Merci à vous et à bientôt.